Je m'appelle Thomas Messias, je suis un homme blanc, cisgenre, hétérosexuel, et cet été, on continue à parler sexe et ou séduction, même si on rappelle qu'été n'est pas obligé de rimer avec sexualité et que c'est totalement ok. Vous écoutez Mansplaining épisode 93. Vous ne savez pas vous servir de votre prostate et vous ratez un truc. Un podcast slate.fr. Ma deuxième invitée de l'été se nomme Magali Crozet-Calisto, sexologue, psychologue et addictologue. On lui doit le livre Les révolutions de l'orgasme, publié en mai dernier aux éditions de l'Observatoire, dans lequel elle évoque les importants tournants que va emprunter, ou qu'a déjà emprunté, le monde de la sexualité. Déjà dans le titre, ça me semblait important de parler de révolution parce que la jouissance n'est encore pas forcément, on en parle beaucoup, même presque à toutes les sauces si j'ose dire, mais voilà, les tenants et les aboutissants de la jouissance restent quand même assez mystérieux d'un point de vue médical, d'un point de vue sexologique, d'un point de vue sociologique aussi. Et depuis des décennies, voire des siècles, des malentendus persistent encore quant à la connaissance de l'orgasme, alors féminin, c'est toute la première partie du livre, mais aussi de l'orgasme et surtout, j'ai envie de dire, de l'orgasme masculin. Et ce livre, Les révolutions de l'orgasme, tenait à essayer de démontrer qu'il y a encore beaucoup à dire et à faire et à réfléchir sur les enjeux des représentations de la jouissance masculine. Parmi les champs d'exploration abordés par Magali Crozet-Calisto, il y a celui du plaisir masculin, et plus précisément, celui des hommes cisgenres. On entre dans une époque où, même s'il demeure une certaine frilosité, la jouissance des hommes est en train d'être remise en question, notamment parce que depuis quelques années, on découvre qu'un homme, ce n'est pas qu'un pénis. Oh surprise. Do you want to maybe switch? Mix it up a little bit? You sure? Yeah, why not, right? Awesome. Right in the butt. Oh my god. Oh, you just meant switch positions? Yeah, but I it's fine. thought you were suggesting that we switch. Yeah, it just caught me off guard, so I'm just getting, the feel. No, I'm so sorry. No, No, you know please. what? You know what? Forget it. I just need a minute. Just 1 minute. It's okay. Cette jouissance masculine est uniquement monofocale, elle devient petit à petit globale. Et en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les hommes focalisés sur leur pénis comme un objet de plaisir apprennent peu à peu, en fait, qu'ils peuvent jouir de plusieurs endroits de leur corps. Les tétons, le dos et le point prostatique notamment. Ce qui en fait révolutionne les mentalités parce que ça veut dire quoi derrière? Ça veut dire que les hommes potentiellement deviennent, tout comme les femmes, polyorgasmiques. Donc ça signifie qu'ils ont des facultés sensorielles qui leur permettent d'éprouver des jouissances autres que j'ai appelées dégénitalisées, donc ailleurs que dans les zones génitales. Alors le point prostatique reste dans cette zone-là, mais d'une manière plus globale, il y a une désacralisation de la génitalisation qui peut aider beaucoup d'hommes à éprouver des plaisirs différents, autres, et puis à les déculpabiliser quand ça fonctionne pas forcément bien du côté pénien. Bon, mais c'est quoi au juste le point prostatique? Petit cours d'anatomie accéléré, pour ceux qui, comme moi, n'ont jamais vraiment suivi les cours de SVT. Donc le point prostatique, en fait, c'est nouveau, on n'en parle pas depuis très très longtemps, c'est depuis quelques années. Ça correspond à cette zone qui est anale, la prostate qui est une glande masculine de la taille et forme d'une châtaigne, on pourrait dire, dont le rôle est de produire et d'émettre le sperme. Elle est située sous la vessie et elle entoure la zone urétrale. Au niveau notamment de la miction, elle s'ouvre de manière à laisser passer l'urine et on la connaît surtout dans ses fonctions procréatrices et génito-urinaires, mais on la connaît moins bien dans son rôle de principe de plaisir et dans sa forme anatomique. On voit que petit à petit, cette partie de l'anatomie masculine commence à jouer un rôle dans la vie érotique des couples. Et ça, c'est pas rien. Parce que c'était connu au niveau des relations homosexuelles, mais dans les couples hétérosexuels, c'est resté, et ça reste encore d'ailleurs, un grand tabou. Or, on sait, d'un point de vue physiologique, que toute la région anale est une région fortement innervée,
dont les effets érogènes ne sont plus à démontrer. Et c'est ce qu'ont bien compris les industries, notamment de sextoys, qui ont vu leur vente décupler depuis 4-5 ans, notamment en matière d'accessoires pour stimuler la zone prostatique. Si Magali Crozet-Callisto parle de révolution, il convient quand même de rappeler que la découverte du point prostatique et de ses effets ne date pas d'hier. Simplement, découvrir un territoire ou apprendre son existence, ça ne fait pas tout. Loin de là. L'orgasme prostatique, en fait, il est connu depuis la nuit des temps. On a déjà des images dans la Villa des Mystères en Italie, au niveau du Kama Sutra, etc. Mais il a toujours donné lieu à des résistances. En fait, pourquoi ? Parce que la découverte du point prostatique peut induire dans les consciences et dans les comportements d'une société en fait fondée sur une norme hétérosexuelle avec un principe ancestral, on va dire, de domination patriarcale. Il peut générer, ce point prostatique, des résistances qui vont venir, on va dire, questionner ce continent qui est plutôt lié à des zones sombres du corps humain, sans jeu de mots. Et puis surtout, il y a une symbolique très forte au niveau de la virilité. Seulement voilà, le point prostatique peut être rejeté ou mal compris. Le simple fait qu'il existe engendre potentiellement de la peur, de l'anxiété, voire une certaine animosité. Un rejet qui est autant lié à notre culture qu'à notre éducation, d'autant plus que c'est une zone qui est liée à une certaine forme de régression. Je vais me dispenser de vous citer Freud, parce qu'il y a plus important à entendre à l'heure actuelle, notamment pour les hommes cisgenres qui se sentent frustrés par leurs orgasmes, et qui envient au fond ce que certaines femmes cisgenres disent des leurs. Les hommes qui donc ont vécu l'orgasme prostatique, si on anonymise les discours, on voit que des termes comme orgasme diffus, orgasme océanique, orgasme qui prend le corps tout entier, c'est pour ça que je l'ai appelé global, tous ces termes vont être utilisés. Et finalement, quand on anonymise les discours et les descriptions de l'orgasme, on ne sait plus qui parle. Voilà pourquoi l'orgasme prostatique est une autre manière pour les hommes de se découvrir et de sortir des diktats de la pénétration. Ça a quand même l'air intéressant, non ? En plus, il y a plein de raisons, quand on a un pénis, de se dire que ce serait peut-être pas mal d'aller explorer autre chose. Est-ce que les hommes sont-ils véritablement heureux aujourd'hui de leurs conditions de jouissance, auto-centrés sur un pénis qui peut être parfois capricieux, parfois fatigué, vacillant, avec l'âge notamment, les performances, la rigidité s'altèrent. Donc, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup aussi de trouver d'autres formes de plaisir à disposition ? Le corps est un corps, Freud parlait de pansexualité, alors on n'a plus aujourd'hui la même définition pour la pansexualité, mais il disait le corps est pansexuel. Donc aujourd'hui, est-ce que ça vaudrait pas le coup de renouer avec cette idée-là, cette notion-là, comme quoi le corps est un nouveau territoire, on va dire, potentiellement orgasmique. Je pense que si vous vous intéressez à ces sujets-là depuis quelque temps, ou si de temps à autre vous écoutez des podcasts sur les masculinités, vous avez forcément déjà entendu parler du livre qui s'intitule « Au-delà de la pénétration » de Martin Page. J'en profite pour vous recommander de nouveau ce petit livre, petit par la taille, mais qui semble avoir ouvert les yeux à tant d'hommes, même s'il en reste encore tellement à atteindre et à convaincre. Martin Page y milite pour des rapports qui nous soient plus centrés autour du pénis, ce qui peut à la fois améliorer les rapports sexuels à proprement parler, mais également les rapports sociaux et affectifs de façon bien plus large. Dis donc, j'ai réfléchi. Ah oui ? À pourquoi c'est si cool entre nous. Pourquoi alors ? Et voilà, on a le même pet au casque, mais grave. On est comme deux pièces d'un puzzle. Tu vois les bords incurvés bizarres ? Et quand on les met ensemble, on reconstitue un beau dessin. Alors attention, il ne s'agit pas de dire à tous les possesseurs de prostate qu'ils doivent absolument l'explorer, que c'est intolérable de ne pas le faire. Et d'ailleurs ça, Martin Page en parle aussi dans son livre. Car il y a la théorie et il y a la pratique. Même lorsqu'on adhère pleinement aux propos, cela n'empêche pas les blocages. Il faut quand même rappeler que les résistances, elles peuvent être ancrées, légitimes, et que le but est de ne pas inciter tous les hommes à l'orgasme, prostatique. C'est chacun évidemment vient avec son vécu, son éducation, etc. Mais n'empêche, il y a un devoir d'information. Le but est ça, est d'informer pour dire ça existe. Ça peut faire du bien et ça peut améliorer certaines performances aussi en parallèle. Alors performance dans le sens du bien-être sexuel et des couples. Les révolutions de l'orgasme de Magali Crozet-Callisto est disponible dans toutes les bonnes librairies aux éditions de l'Observatoire.
c'était Mansplaining. N'hésitez pas à vous abonner au podcast sur votre plateforme favorite, à mettre des cœurs et des étoiles, et à laisser des commentaires. Vous pouvez aussi écrire à mansplaining@slate.fr ou nous contacter via le compte Instagram Mansplaining Podcast. Mansplaining est un podcast de Thomas Messias, produit et réalisé par slate.fr, sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours. Réalisation, montage, Aurélie Rodriguez. J'espère que votre mois de juillet se passe bien. Faites attention à vous et aux autres. À dans 15 jours pour l'épisode 94.